Ici le conteur ferme les yeux, inspire profondément, laisse le poids de ta journée s'évaporer doucement. Ce soir je t'emmène dans un voyage entre l'ombre et la lumière, une histoire vraie racontée comme un rêve, un récit lent et enveloppant où les faits deviennent murmures et les souvenirs brumes flottant dans l'air du soir. Nous allons remonter le fil d'un des événements les plus marquants du XXe siècle. Non pas pour revivre la peur, mais pour observer, calmement, avec une distance apaisée, ce qui fut, ce qui est et ce qui reste. Tchernobyl, une ville autrefois pleine de vie, une centrale brillante d'espoir, puis un souffle, un silence, un monde qui change. Ce récit ne cherche pas à t'inquiéter. Il cherche au contraire à t'accompagner, à t'envelopper dans une histoire qui, comme un fleuve tranquille, coulera jusqu'à ton sommeil. Laisse-toi porter, le temps s'étire, le passé revient. Écoute, c'était une ville paisible, nichée dans les bras d'une région boisée où la rivière Pripia serpentait entre les pins, les bouleaux et les prairies fleuries. Une ville qui n'avait pas encore connu le vacarme du monde. Une ville si jeune qu'elle portait encore l'odeur du béton frais, des espoirs neufs, des rêves d'avenir. Pripia était née en 1970, une cité planifiée de toutes pièces par l'Union soviétique pour loger les employés d'une centrale nucléaire moderne. À l'époque, le nucléaire n'évoquait pas encore la peur ou la catastrophe. Il était la promesse d'une lumière éternelle, d'une chaleur venue de l'atome, d'un progrès qu'aucune tempête ne pourrait éteindre. La ville avait été conçue comme un modèle, un écrin pour les familles venues de toute l'URSS. On disait que vivre à Pripia, c'était comme vivre dans le futur. Tout y était fonctionnel, ordonné, lumineux. Les immeubles, droits comme des soldats, accueillaient des familles entières dans des appartements spacieux, souvent équipés de téléviseurs, de téléphones, d'ustensiles modernes que d'autres régions plus rurales ne pouvaient que rêver. Au pied des bâtiments, les jardins publics offraient des bancs à l'ombre des jeunes arbres, des toboggans en métal, des balançoires grinçantes qui berçaient les rires d'enfants. Chaque matin, la ville s'éveillait dans une lente chorégraphie, le bruit des cafetières sifflantes, les pas feutrés dans les escaliers, le grincement des bicyclettes, les chants d'oiseaux mêlés aux voix des enfants. Les bus venaient chercher les travailleurs de la centrale, leur uniforme repassé sur les épaules, leur esprit déjà concentré sur les procédures, les tableaux de contrôle, les valves et les jauges. Ils étaient ingénieurs, techniciens, opérateurs. Ils formaient le cœur battant de cette ville. Mais autour d'eux gravitaient des milliers d'autres vies, silencieuses et simples. Les boulangères ouvraient leurs boutiques à l'aube, laissant échapper l'odeur chaude du pain noir, du koulibiak et des pirojki. Les écoles s'emplissaient des pas joyeux des enfants, des cris des récréations, des chants de l'hymne entonnés le matin. On y apprenait les mathématiques, la poésie russe, les idéaux du parti. On y dessinait des avions, des arbres, des réacteurs nucléaires, comme s'ils faisaient partie du paysage naturel. Il y avait une piscine municipale, vaste, carrelée de blanc et de bleu, où les enfants prenaient leurs leçons de natation sous le regard fier de leurs parents. Il y avait un cinéma qui projetait des films soviétiques, des documentaires, des contes adaptés de Tolstoï ou de Pouchkine. Il y avait une salle de concert, un parc d'attractions presque terminé, dont la grande roue jaune se dressait fièrement, bien qu'elle n'eût jamais tourné. Il y avait des terrains de sport, des serres, des laboratoires, des jardins familiaux en périphérie. Chaque jour de marché, les étals se couvraient de choux, de betteraves, de pommes de terre, d'œufs, de miel, parfois de fleurs fraîches. Les gens prenaient le temps. Ils marchaient lentement. Ils se saluaient, se connaissaient. Les enfants jouaient au foot, à cache-cache, se racontaient des histoires de cosmonautes et d'animaux parlants. Les adultes parlaient de politique à voix basse, de récoltes,
de nouvelles lointaines. Les grands-mères tricotaient sur les bancs. Les adolescents échangeaient leurs premières lettres d'amour. Le samedi soir, on dansait dans les salons. Le dimanche, on se rendait en forêt pour cueillir des champignons ou au bord de la rivière pour pêcher. Les saisons dessinaient la ville. L'hiver, la neige couvrait les toits et étouffait les sons. Les enfants glissaient sur les trottoirs gelés. Les pères dégelaient les voitures. Les mères préparaient des soupes épaisses et des blinis. Les cheminées fumaient doucement. L'atmosphère était feutrée. Le printemps apportait le renouveau. Les arbres bourgeonnaient, les vélos ressortaient, les robes légères fleurissaient dans les rues. On plantait des fleurs sur les balcons. L'été, la ville rayonnait. Les longues soirées n'en finissaient plus. Les rues étaient pleines d'enfants courant pieds nus, de jeunes gens jouant à la guitare, de rires et de cris joyeux. Les mères promenaient les landaux. Les pères sirotaient un thé en terrasse. L'automne recouvrait Pripia d'un manteau doré. Les feuilles crissaient sous les pas. Les classes reprenaient. La routine revenait. Mais toujours, une paix constante baignait les jours. Cette paix n'était pas celle de l'ennui, mais celle de l'équilibre. On travaillait dur, mais on croyait à demain. On construisait, on rêvait. Certains rêvaient de monter en grade, d'autres de visiter Moscou ou de partir un jour en Crimée. Certains rêvaient simplement que rien ne change. Dans chaque appartement, une histoire unique se déroulait. Un couple préparait son mariage. Une mère berçait son bébé. Un vieil homme écoutait la radio en silence. Un enfant collait des étoiles au plafond de sa chambre. Les murs conservaient la chaleur humaine, les éclats de voix, les promesses murmurées. Et puis il y avait la centrale. Elle était là, imposante, mais familière. Les réacteurs se dressaient comme des géants silencieux. Les ouvriers en connaissaient les moindres recoins. Ils y travaillaient avec méthode, discipline, confiance. Ce 25 avril 1986, tout semblait normal. Les équipes se relayaient. Les machines ronronnaient. Le réacteur numéro 4 devait subir un test de sûreté. Un simple test. Rien de plus. Mais dans les rues de Pripia, personne n'en savait rien. Les familles soupiraient en rentrant du travail. Les enfants dessinaient sur la table du salon. Les mères coupaient les légumes pour le bortsch. Les lampes s'allumaient une à une. La ville entrait dans la nuit paisiblement. Un vent léger passait entre les immeubles. La rivière brillait d'un reflet lunaire. Les arbres frémissaient doucement. Et pendant ce temps, à l'intérieur du réacteur, les chiffres se succédaient, les signaux clignotaient, les décisions s'enchaînaient. Un engrenage technique s'était enclenché. Mais dehors, les gens ne savaient rien. Ils vivaient, ils respiraient, ils rêvaient. À 23 heures, la plupart dormaient. La ville était plongée dans le calme. Un calme si profond qu'on aurait pu entendre une feuille tomber. Pripia ignorait que c'était sa dernière nuit intacte. Cette nuit allait être le seuil, le point de bascule. Mais elle ne le savait pas encore. Elle reposait dans son innocence. Une ville entière, allongée dans un lit de béton, les yeux fermés, le souffle lent, bercée par une illusion de sécurité. Il n'y avait aucun signe, aucun pressentiment, juste le silence, juste la vie, juste cette impression que demain serait comme hier, que tout continuerait. Mais à quelques kilomètres de là, dans le ventre chaud de la centrale, une tension invisible s'accumulait. Et bientôt, très bientôt, elle allait tout changer. Il est un moment dans chaque histoire où le silence change de texture, où l'air semble contenir quelque chose d'invisible. Ce moment, personne ne peut vraiment le reconnaître lorsqu'il passe. Il est discret, insaisissable. Il se glisse dans la routine comme une ombre sous la porte.
Ce 26 avril 1986, à Pripyat, la journée avait commencé comme toutes les autres. La nuit s'était retirée lentement, laissant derrière elle des rues encore fraîches, un ciel bleu pâle et les premiers souffles du matin. Les volets s'étaient ouverts un à un, les cafetières avaient chanté, les enfants s'étaient réveillés, encore engourdis, frottant leurs yeux dans les bras de leur mère. Les pères s'étaient préparés, silencieux, attachant leur ceinture, avalant quelques gorgées de thé chaud. Dans les couloirs des immeubles, on entendait les pas, les clés, les voix basses. À la radio, la météo annonçait une belle journée. Le vent soufflerait légèrement vers le nord-ouest. Les températures atteindraient 15 degrés. Dans la centrale, pourtant, tout avait commencé bien plus tôt. La veille au soir, une équipe de nuit s'était installée dans la salle de contrôle du réacteur numéro 4. Ils avaient reçu pour mission d'effectuer un test de sûreté, un test qui avait été reporté plusieurs fois. L'idée était simple. Vérifier si le réacteur pouvait, en cas de coupure électrique, continuer à refroidir les cœurs grâce à l'énergie résiduelle des turbines. C'était un protocole, une formalité. Mais comme souvent dans les systèmes humains, des erreurs minuscules, dispersées, silencieuses, allaient s'additionner. Et personne, à ce moment-là, ne savait que ces petits écarts allaient bientôt former une faille immense. Les opérateurs, vêtus de leurs uniformes beiges, étaient concentrés. Le chef de quart, un homme expérimenté, suivait les étapes sur les manuels. Il notait les valeurs. Il donnait des ordres. Les lumières de la salle de commande clignotaient doucement, vertès, jaunes, rouges, comme les signaux d'un vaisseau en vol. Les hommes étaient fatigués. Il était tard, il faisait chaud, et les instructions étaient floues, parfois contradictoires. Mais ils avançaient, pas à pas. À l'extérieur, Pripyat dormait encore. Dans les immeubles, les lampes étaient éteintes. Les chiens, couchés près des portes, respiraient lentement. Les bébés dormaient dans les bras de leur mère. Le vent caressait les rideaux entr'ouverts. La ville flottait entre le sommeil et l'aube. Et au centre de tout cela invisible, un monstre mécanique retenait son souffle. Le réacteur numéro 4. En son cœur, une réaction nucléaire contrôlée, contenue, surveillée, des milliers de barres de combustible, des litres d'eau sous pression, une danse d'énergie si vaste, si puissante, qu'elle aurait pu illuminer toute la région pour des années. Mais ce matin-là, les équilibres allaient se rompre, lentement, sans bruit. Un à un, les paramètres s'éloignaient de la norme. La température variait, la pression montait, les signaux d'alarme s'affichaient. Mais les hommes restaient. Ils corrigeaient, ajustaient, doutaient, reprenaient. Ils pensaient que c'était sous contrôle. Ils pensaient qu'ils savaient. À 1h23, le test commence. Les turbines ralentissent. L'alimentation électrique est coupée. Le système se maintient quelques instants. Puis les secondes passent. Quelque chose ne répond pas. Le flux de neutrons devient instable. La puissance chute, puis remonte brutalement. On tente de réinsérer les barres de contrôle pour stopper la réaction, mais elles sont lentes. Leur extrémité est en graphite. Le graphite stimule brièvement la réaction. Ce détail minuscule devient fatal. En quelques secondes, la puissance du cœur explose. Et à 1h23 et 47 secondes, le couvercle du réacteur numéro 4 est soulevé par une pression colossale. Une première explosion éjecte des tonnes de graphite et de métal en fusion, puis une seconde,
plus violente encore, éventre la structure. Le toit s'effondre. Le cœur est à nu. Un nuage de vapeur radioactive s'élève dans le ciel nocturne. Dans la salle de contrôle, les écrans deviennent illisibles. Les alarmes hurlent, mais personne ne comprend encore. Ils pensent que c'est une fuite, un défaut mineur, une surchauffe. Ils ignorent que le cœur même du réacteur a explosé. Ils ignorent que l'atome a été libéré. Dehors, la nuit reste calme. Il fait encore noir. Mais au-dessus de la centrale, une lumière étrange se dessine, bleutée, lumineuse, une sorte d'aurore silencieuse. Un ouvrier de garde posté à l'extérieur lève les yeux. Il ne comprend pas ce qu'il voit. Il pense à un incendie. Il pense que ça va passer. Il s'approche. Il reçoit déjà une dose massive de radiation. À Pripyat, personne ne sait encore. Il est presque 2 heures du matin. Les gens dorment. Dans les hôpitaux, les lumières de veille clignotent doucement. Les infirmières marchent dans les couloirs. Dans les cuisines, les bouilloires reposent. Dans les chambres, les respirations suivent le rythme des rêves. Mais au centre de tout, une blessure s'est ouverte. Une blessure que personne ne peut voir. Au petit matin, la ville s'éveille lentement. Certains aperçoivent une lueur étrange dans le ciel. Un peu de fumée. Ils entendent des bruits de sirènes, mais ne s'en inquiètent pas. À la radio, rien n'est annoncé. Les enfants se préparent pour l'école. Les adultes prennent leur café. Certains regardent la fumée par la fenêtre, intrigués. Dans les rues, des véhicules militaires apparaissent. Des hommes en combinaison s'activent, mais aucune annonce officielle. La vie continue, comme suspendue dans un étrange décalage. Les enfants vont à l'école, certains jouent dehors. Ils rient, ils courent, ils respirent l'air, ils absorbent l'invisible. L'invisible est là, dans la poussière, sur les toits, sur les vêtements. Il est dans le vent, il voyage, il ne fait pas de bruit, il ne pique pas, il ne brûle pas, il s'installe. À la centrale, les pompiers sont arrivés. Ils ne savent pas, ils ne portent pas de protection. Ils grimpent sur les décombres, ils jettent de l'eau, ils déplacent les débris à main nue. Le graphite brûle. Ils sentent un goût métallique dans leur bouche. Leurs visages rougissent. Leur corps tremble. Mais ils continuent. Ils pensent que c'est un simple incendie. Ils veulent t'aider. Ils veulent sauver. Dans les heures qui suivent, les premiers signes apparaissent. Des ouvriers tombent malades. Des pompiers s'effondrent. Des médecins les examinent sans comprendre. Certains vomissent, d'autres ont des brûlures étranges, internes, mais personne ne prononce encore le mot, personne ne dit radiation, pas à voix haute, pas à ce moment-là. Et Pripyat, elle, continue de vivre, elle vit sans savoir, les enfants dessinent à la craie, les parents suspendent leur linge, les professeurs corrigent leurs copies, les amoureux se donnent rendez-vous. Et pourtant, tout a déjà changé. Le monde a déjà basculé. À 13 heures, les premières discussions commencent. Faut-il évacuer? Faut-il alerter? Les autorités hésitent. Elles minimisent. Elles attendent. Elles observent. Ce n'est que bien plus tard, le lendemain, que la décision tombera. Mais en ce 26 avril, la ville est encore là, vivante. Rayonnante, contaminée, irréversiblement. Le vent souffle doucement. Il emporte avec lui des particules invisibles. Il traverse les forêts, les routes, les jardins. Il va vers d'autres villes, d'autres pays. L'Europe tout entière recevra sa part. Mais pour l'heure, tout est calme, trop calme, comme si le monde retenait son souffle, comme si le temps avait suspendu sa course.
Dans les immeubles de Pripyat, les lampes s'allument à la tombée du jour. Les enfants mangent leur dîner, les adultes parlent à voix basse. On sent quelque chose, une tension, un doute, mais on se rassure. On dit que ce n'est rien, que ce n'est pas grave, que demain tout ira mieux. Et pendant ce temps, dans le cœur de la centrale, les braises continuent de brûler. Les ingénieurs s'acharnent, les secours affluent, les décisions se prennent trop lentement. Et la nuit revient, une nouvelle nuit différente, une nuit après l'explosion, une nuit dans un monde qui ne sait pas encore qu'il a changé. Le 26 avril s'était achevé dans un calme étrange. La ville, bien que secouée par une rumeur sourde, n'avait pas encore compris ce qui s'était réellement produit. Les habitants de Pripyat étaient rentrés chez eux comme d'habitude. Ils avaient dîné, discuté, lu un peu. Certains avaient remarqué la présence inhabituelle de véhicules militaires. D'autres avaient vu des hommes en combinaison. Mais il n'y avait eu ni alerte, ni consigne. On leur avait dit que tout allait bien, qu'il n'y avait aucun danger. Alors ils avaient voulu croire que cette fumée étrange dans le ciel n'était qu'un feu maîtrisé, que les lumières dans la centrale n'étaient que la conséquence d'un incident mineur. Alors la ville s'était couchée, une nouvelle fois, bercée par les bruits familiers. Les mères avaient bordé les enfants, les couples s'étaient tus, fatigués. Certains s'étaient endormis le cœur un peu serré, sans comprendre pourquoi. Le lendemain, 27 avril, le ciel était clair, le soleil brillait, l'air semblait frais. Pourtant, invisible à l'œil nu, quelque chose flottait. Des particules minuscules, imperceptibles, pénétraient les corps, les cheveux, les vêtements. Elles s'infiltraient partout, silencieusement. Dans les appartements, les gestes du quotidien se poursuivaient. On préparait le thé, on écoutait la radio, on enfilait les habits d'école, on peignait les lèvres, on mettait la table, et dans le cœur de la ville, quelque chose avait changé. Une inquiétude rampante, diffuse, inexplicable. Certains enfants se plaignaient de maux de tête, d'autres avaient des nausées, des parents remarquent des rougeurs sur la peau, des pompiers vomissent dans les couloirs de l'hôpital, mais les autorités ne disent rien. On calme, on minimise, les médecins s'interrogent, le personnel soignant demande des explications. On leur répond que tout est sous contrôle, qu'il faut garder le calme. Le silence encore prend toute la place. Il pèse sur les épaules. Il rend les voix plus basses, les gestes plus lents. Et puis, dans l'après-midi, une rumeur circule. On parle d'évacuation, un mot qui glace. Mais personne ne comprend. Comment évacuer toute une ville? Pour combien de temps? Pourquoi maintenant? On ne leur dit rien, pas officiellement. On attend. À 17h, des bus commencent à arriver. Par dizaines, ils se gardent, moteur allumé. Les habitants sont invités à se préparer. Un message est diffusé. Il est bref. Il dit que les gens doivent quitter la ville, temporairement, qu'ils seront de retour dans 3 jours. 3 jours. Alors on prépare un petit sac, une veste, une gourde, quelques papiers. Les enfants prennent un jouet, les mères un foulard. On laisse les fenêtres entr'ouvertes. On pense revenir. On pense que ce n'est qu'un passage. Les fils s'organisent, les regards et sont inquiets. On monte dans les bus en silence. On attend. Le moteur ronronne. La poussière vole. Les portes se ferment. Et doucement, la ville commence à se vider. Les bus s'éloignent lentement en convoi. Les routes sont calmes, bordées d'arbres immobiles. À travers les vitres, les habitants de Pripyat regardent leur ville s'éloigner. Certains gardent le silence, d'autres chuchotent des questions. Où allons-nous? Quand reviendrons-nous? Pourquoi ne nous dit-on rien? Le paysage défile lentement. Les forêts, les champs, les lignes électriques.
le soleil est encore haut, le ciel est d'un bleu presque insolent, et pourtant, dans l'air, il y a cette chose qu'on ne voit pas, cette poussière invisible, ce poison sans odeur. Il pénètre les feuilles, l'eau, la peau, et pourtant, tout semble si paisible, trop paisible. Dans les rues désormais vides, le vent soulève les journaux abandonnés, les fenêtres claquent doucement. Un ballon roule entre deux bancs, des assiettes sont restées sur des tables. Le linge pend encore au balcon. Des postes de radio diffusent une musique que personne n'écoute. Une ville entière a été interrompue, figée, comme si elle attendait le retour de ses habitants, comme si elle refusait de comprendre. Les animaux errent sans comprendre. Les chiens courent derrière les bus, sans savoir qu'ils ne les reverront jamais. Les chats se faufilent sous les portails. Les oiseaux chantent, car la nature, elle, continue. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle respire ce que les hommes ont libéré. Et elle pousse, elle grandit, même dans le silence, même dans l'absence. À l'hôpital de Pripyat, les médecins restent. Ils traitent les premiers cas graves, des pompiers, des techniciens, des enfants. Les symptômes sont terribles, vomissements, brûlures internes, fièvre incontrôlable. Mais les médecins n'ont pas de protocole. Ils improvisent, ils prennent soin, ils restent dignes. Le personnel travaille sans relâche, exposé. Certains savent qu'ils risquent leur vie, mais ils restent. Ils pensent, ils parlent, ils accompagnent. La centrale, elle, est encore en feu. Le réacteur numéro 4 vomit des radiations. Les liquidateurs arrivent. Des hommes, jeunes, mobilisés sans préparation. On leur dit que c'est important. On leur donne des pelles, des combinaisons parfois inutiles. On leur dit que ce n'est pas dangereux, et ils obéissent. Ils montent sur le toit. Ils jettent les blocs de graphite à la main. Ils nettoient les débris. Parfois, leur passage ne dure que quelques secondes. On les chronomètre. Et puis on les remplace. Et on les oublie. Pendant ce temps, dans les villes environnantes, l'alerte n'a pas encore été donnée. Les gens vaquent à leurs occupations. Ils ne savent rien. Ce n'est que bien plus tard, lorsque les capteurs de radiation en Suède et en Allemagne se déclencheront, que le monde commencera à comprendre. Mais à Pripyat, le silence est total. L'État garde le secret. Il contrôle l'information. Il craint la panique. Il craint la honte. Alors il tait. Il efface. Il enterre. Le 28 avril, la télévision soviétique commence à évoquer un accident. Quelques phrases vagues. Un incident maîtrisé. Rien d'inquiétant. Pas de victimes annoncées. L'image officielle est calme. Les présentateurs sourient. Et pourtant, en coulisses, les décisions s'accélèrent. On évacue d'autres villages. On trace des cercles autour de la centrale. On crée une zone d'exclusion, 30 kilomètres, puis 50. Mais toujours, on minimise. On attend que le monde découvre avant d'avouer. Et dans les bus, les réfugiés de Pripyat sont acheminés vers des centres temporaires, des écoles désaffectées, des sanatoriums, des camps d'été. On leur distribue des couvertures, des repas, on leur pose des questions, on leur prend des échantillons, mais on leur dit toujours qu'ils reviendront, que c'est temporaire, et ils veulent y croire. Les jours passent, lentement. Les réfugiés de Pripyat comptent les heures, les nuits, les petits déjeuners loin de chez eux. Les enfants demandent quand ils pourront rentrer. Les adultes évitent de répondre. Certains gardent la clé de leur appartement dans leur poche, comme un talisman. D'autres relisent les quelques papiers emportés à la hâte. Des photos, des carnets, des lettres. Et puis il y a ceux qui comprennent, ceux qui sentent sans qu'on le dise qu'ils ne reviendront pas, que leur ville est perdue, que le retour est un mirage. Ils ne disent rien, ils gardent ça en eux, comme un vide qui grandit,
comme un deuil sans corps, sans cercueil, sans cérémonie. Dans les journaux occidentaux, les gros titres apparaissent: explosion nucléaire, catastrophe, nuages radioactifs. Mais dans l'Union soviétique, l'information reste floue. Les responsables cherchent à mesurer, à comprendre, à contrôler. Et pendant ce temps, la terre absorbe, la pluie tombe, piégeant les particules, les rivières se chargent, les forêts deviennent dangereuses, le bétail est abattu, les récoltes sont détruites. Mais tout cela reste silencieux, car la radioactivité ne fait pas de bruit, elle n'a pas d'odeur, elle n'a pas de couleur, elle se mêle à l'air, à l'eau, à la poussière, et elle entre dans les corps. Les jours qui suivent sont flous, un entre deux, ni guerre, ni paix. Les gens attendent, certains tombent malades, d'autres refusent d'y croire. On parle d'un accident industriel, d'un excès de prudence. On répète ce que disent les journaux. On évite les questions, mais dans les hôpitaux de Moscou, les cas graves affluent, les corps brûlés de l'intérieur, les organes qui lâchent, les visages qui changent. Les médecins font ce qu'ils peuvent. Certains pleurent en silence, d'autres refusent d'y penser. Dans les écoles, on commence à distribuer des comprimés d'iode, mais trop tard, bien trop tard. Et toujours, on dit que tout va bien, que la situation est sous contrôle. Mais sur le terrain, les hommes creusent. Ils jettent du sable du bord, du plomb dans le réacteur éventré. Ils construisent un sarcophage, un abri de béton, immense, pour enfermer la bête, pour la couvrir, comme on couvrirait un secret, pour oublier. Mais rien n'est oublié. Les rues de Pripyat restent désertes, les volets claquent au vent, les journaux du 27 avril restent sur les tables, les aiguilles des horloges sont figées, le temps, là-bas, s'est arrêté. Il s'est figé à l'instant où les bus sont partis, et les jours continuent, sans les gens. La nature reprend, les arbres poussent, les herbes traversent le béton, les animaux reviennent, mais la ville, elle, ne vit plus. Elle se souvient, elle attend, et dans le silence des jours qui ont suivi, quelque chose s'est éteint. Dans les semaines qui suivent, les habitants évacués sont déplacés encore et encore, parfois dans des hôtels, parfois dans des bâtiments désaffectés. On leur attribue des vêtements, des tickets de rationnement, quelques objets de remplacement. Mais ce qui leur manque vraiment, personne ne peut le rendre. Ce n'est pas une valise, ce n'est pas une photo, c'est la continuité, l'habitude, leur table du matin, l'odeur du couloir, le bruit des voisins, la lumière qui entrait à travers la fenêtre à 10 heures. Ce sont ces détails-là qu'on n'a pas pu emporter. Alors chacun reconstruit comme il peut. Certains parlent, d'autres se taisent, certains racontent que leur histoire, d'autres la gardent au fond d'eux, comme un poids qu'on ne partage pas. Pendant ce temps, les rumeurs circulent, le chiffre des victimes est incertain, les versions officielles varient, on compte les blessés, les irradiés, les morts immédiats, mais on ignore encore les conséquences à long terme. On ne peut pas les mesurer, on ne veut pas. Alors on referme les dossiers, on classe, on enterre au propre comme au figuré, on fait taire les voix, mais la mémoire, elle reste, pas dans les livres, pas tout de suite, d'abord dans les corps, puis dans les rêves, puis peu à peu dans les mots. Des années plus tard, certains témoigneront, ils diront la chaleur, le goût métallique, le silence, la lumière bleue, la peur, la confusion. Ils diront la beauté de cette ville au matin du 26 avril. Ils diront qu'ils ont tout laissé, qu'ils pensaient revenir, qu'ils ont gardé leurs clés longtemps, qu'ils ne l'ont jamais jetée. Et la ville, elle, est restée là, immobile, interdite, protégée.
abandonnée, vivante d'une autre manière, envahie par les arbres, les renards, les silences. Pripyat est devenue une parenthèse figée, un souvenir en béton, une carte postale d'un monde interrompu, et dans le cœur de ceux qui y ont vécu, elle continue d'exister, à travers les gestes répétés ailleurs, à travers les histoires racontées aux enfants, à travers les photos qu'on garde dans des enveloppes, à travers les silences entre deux phrases. Elle est là, toujours, même si personne n'y vit, même si personne n'y retourne, même si l'oubli gagne du terrain. Tchernobyl n'a pas été seulement un accident, il a été une fracture, un basculement, une prise de conscience. Mais pour ceux qui l'ont vécu, il a été un départ, une séparation sans adieu, une blessure sans cri. Et dans ce monde qui a continué à tourner, malgré tout, il reste ce vide, ce creux, cette ville sans bruit, ce lieu où les jours se sont figés, ce moment suspendu, celui des heures et des jours qui ont suivi, après l'explosion, après l'évacuation, après le silence, vint le temps de l'attente, d'abord courte, puis longue, puis éternelle. Ce que l'on croyait temporaire devint définitif. Ce que l'on pensait réversible s'imposa comme irrévocable. Les habitants de Pripyat ne revinrent jamais. Leur ville resta là, derrière eux, figée dans un présent sans lendemain. Les volets restèrent clos, les portes ne furent pas rouvertes, les draps jamais défaits, les clés ne tournèrent plus dans les serrures, une ville entière laissée en plan, comme un décor abandonné par ses acteurs. La nature, elle, ne se posa pas de questions. Elle reprit doucement ce qui avait été recouvert. Elle s'insinua dans les interstices, dans les fissures, entre les dalles. Les herbes poussèrent à travers les trottoirs. Les arbres jaillirent au milieu des cours d'école. Les racines fendirent les murs. Les renards traversèrent les boulevards. Les chevaux sauvages galopèrent entre les barres d'immeubles. Les hiboux s'installèrent dans les salles de sport. Ce n'était plus une ville morte, c'était une ville redevenue sauvage. Un lieu hors du temps, entre mémoire et oubli. Les objets restèrent à leur place, figés dans le geste interrompu. Des livres ouverts sur des bureaux, des paires de chaussures alignées près des lits, des tasses de porcelaine encore posées dans les éviers. Les aiguilles des horloges indiquaient toutes la même heure, celle où la vie s'était arrêtée. Les photographies jaunirent sur les murs, les jouets d'enfants s'endormirent dans la poussière. Le vent passait, soulevait des rideaux déchirés, faisait claquer les portières d'autobus immobiles. Chaque bâtiment semblait murmurer les souvenirs qu'il contenait. Chaque couloir résonnait des pas d'un passé effacé. On marcha longtemps autour de Pripyat sans y entrer. On la désigna comme zone interdite. 30 kilomètres de cercle, de clôture, de silence. Mais certains y revinrent en tant cachette. Des anciens habitants, des amoureux de leur terre, incapables de rester loin. Ils retrouvèrent leur appartement, leur jardin, leurs chaises sous la fenêtre. Ils restèrent quelques jours, quelques heures, puis repartirent avec une poignée de terre, une poignée de souvenirs, une poignée d'absence. Le gouvernement, lui, chercha à effacer, à reconstruire ailleurs. On relogea les familles, on distribua de nouveaux papiers, on attribua des meubles, des écoles, des rues portant d'autres noms. Mais rien ne remplaça ce qui avait été laissé, car Pripyat n'était pas seulement une ville, elle était une époque, un état d'esprit, une promesse qui n'existerait plus. Alors on n'en parla presque plus. Pendant des années, le mot Tchernobyl resta un murmure, un tabou, une gêne. Les documentaires vinrent plus tard, les articles plus tard encore. Les survivants furent longtemps des oubliés, certains tombèrent
malades lentement. Leur corps portait une mémoire que les discours officiels n'avaient pas. D'autres vécurent longtemps sans comprendre pourquoi. Ils parlèrent entre eux en silence, dans les files d'attente, dans les couloirs d'hôpital, dans les trains. Ils se reconnaissaient sans se dire un mot. Et puis, les années passèrent, le mur tomba, les vérités commencèrent à circuler, les archives s'ouvrirent, les récits émergèrent. On écouta enfin, les images de Pripyat devinrent célèbres. On montra ces écoles vides, ces parcs abandonnés, ces piscines fantômes, ces carnets ouverts à la dernière page. Les journalistes vinrent, les scientifiques étudièrent, les artistes photographièrent. La ville figée devint icône, pas pour ce qu'elle avait été, mais pour ce qu'elle représentait. L'échec, la mémoire, l'oubli, l'orgueil, la peur, l'espoir, tout à la fois. Certains décidèrent de revenir vivre dans la zone, loin de tout, dans les villages désertés. Ils vivaient de peu, dans des maisons reconstruites, chauffées au bois, entourées de silence. On les appela les Samosel, les revenants. Ils racontaient des histoires, offraient du thé, montraient des photos. Ils disaient qu'ils n'avaient pas peur, qu'ils préféraient mourir chez eux que vivre ailleurs. Ils disaient que la terre reconnaissait leurs pas, que les arbres ne jugeaient pas. Et pendant ce temps, les bâtiments de Pripyat s'effondraient lentement. Les plafonds s'écroulaient, le fer rouillait, le béton se fissurait. La ville s'enfonçait doucement dans l'oubli, mais elle résistait, elle tenait, elle gardait ses secrets. Elle restait debout, un musée à ciel ouvert, interdit, oublié, mythifié. Et autour d'elle, les chercheurs continuaient d'étudier, les ingénieurs continuaient de surveiller, les drones filmaient, les dosimètres cliquetaient, le réacteur numéro 4, recouvert d'un premier sarcophage, puis d'un second monumental, restait là, prisonnier du temps. Un cœur de pierre autour d'un cœur de feu. Et dans cette ville figée, les saisons passaient, l'hiver couvrait les ruines de neige, le printemps faisait éclore des fleurs dans les fissures, l'été ramenait les oiseaux, l'automne faisait tomber les feuilles sur les trottoirs déserts. Chaque année la ville vivait sans humains, mais pleine de vie, des cerfs, des sangliers, des ours, des loups même, traversaient les places. Ils avaient trouvé ici un refuge que personne ne leur disputait. Ils vivaient là, libres, dans un monde qui n'était plus le leur, mais qui leur appartenait à nouveau. Et les souvenirs, eux, ne mouraient pas, ces bêtes. Les survivants racontaient à leurs enfants. Les enfants lisaient les noms gravés sur les photos. Les écrivains recueillaient les paroles. Les documentaires faisaient entendre les voix. Le passé restait là, entre les branches, entre les ruines, entre les mots. Tchernobyl devint plus qu'un lieu, il devint une mémoire, une cicatrice, un point de bascule, une leçon que certains entendaient, une alerte que d'autres ignoraient. Mais pour ceux qui avaient vécu là, dans cette ville lumineuse, propre, vivante, Pripyat ne serait jamais une ruine. Elle resterait leur maison, leur enfance, leur jeunesse, leur normalité, et chaque rêve, chaque souvenir ramenait un parfum de lilas, le bruit des bicyclettes, le goût du pain chaud, la lumière du matin sur les immeubles blancs. La ville figée continuait de vivre ailleurs, dans les cœurs, dans les silences, dans les souvenirs, même sans voix, même sans rire. Elle restait debout. Une ville sans habitants, mais pleine d'âme. Une ville figée, mais jamais éteinte. Une ville que le monde avait laissée derrière lui, mais que le temps n'avait pas su effacer. Une ville suspendue dans la mémoire du monde, comme un souffle, comme un murmure, comme un rêve qu'on refuse de laisser s'éteindre. Si cette histoire vous a plu, pensez à liker, à vous abonner
et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines. C'était le conteur. À bientôt pour de nouvelles histoires.